Les gens savent que l'immobilier actuellement au Sénégal a un potentiel. Maintenant, le mètre carré, je vous l'avais fait à 1 million. Demain, je voulais vous le faire à 1 million 300. Mais il faut savoir que pour commencer un projet en VFA, il faut d'abord avoir... On m'a piétiné, on m'a fait plusieurs choses dans ma vie. Voilà, donc c'est pour ça, moi, je me dis que le social ne doit pas être qu'alimentaire. Donc, le plus grand des pièges actuellement dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est le fait... Bienvenue dans l'Écho des possibles, le podcast où l'on explore les chemins de l'audace, de la résilience et de l'ambition. Depuis mes débuts, j'ai pris la parole seule pour partager mes réflexions, mes expériences et mes convictions. Mais aujourd'hui, j'ouvre un nouveau chapitre parce que les possibles se construisent aussi à plusieurs voies. Parce que dans les domaines des ressources humaines et de l'entrepreneuriat, il est essentiel de donner la parole à celles et ceux qui vivent le terrain, qui construisent et qui inspirent. Et justement, l'invité que je reçois aujourd'hui incarne parfaitement cette dynamique. Il construit plus que des murs. Il bâtit aussi des ponts entre l'entrepreneuriat et le social. Il est à la fois acteur de l'immobilier au Sénégal, entrepreneur et engagé sur des enjeux qui dépassent les chiffres. Je suis honorée de lui donner la parole dans cet épisode. Bienvenue à toi, je te laisse te présenter. Merci beaucoup, Taco. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Je suis honoré d'être là aujourd'hui dans l'Écho des possibles. Donc, moi, je suis Mamadou Diagne. Je suis acteur de l'immobilier chez Win-Win Partner SA. Et aussi, je suis dans le social au Sénégal, donc avec Africa One Project, qui est un concept, une ONG aussi, sur lequel on s'active pour aider les femmes à travers le Sénégal avec la création de plusieurs GIE. Voilà. D'accord, parfait. C'est un honneur pour moi de t'avoir dans ce plateau. Donc, Merci. peux-tu nous raconter comment tu es entré dans l'immobilier? Voilà, donc cela fait actuellement 11 ans que je suis dans l'immobilier. Donc mes débuts, c'était quand j'étais en classe de première. Donc voulant vraiment parvenir à mes besoins et puis aussi aider ma mère. Donc j'ai commencé à rentrer dans le milieu de l'immobilier en faisant du courtage, à louer des appartements meublés. Et c'est comme ça que j'arrivais quand même à pouvoir me faire un petit peu d'argent et puis aussi pouvoir payer mes études. Et c'est dans cette lancée-là que j'ai eu la vision de pouvoir faire de grandes choses dans l'immobilier. Et puis après plusieurs années, j'ai pu accumuler beaucoup d'expérience dans ce secteur-là. Après, ça m'a vraiment permis de pouvoir créer une société immobilière et puis de pouvoir vraiment m'activer dans ça. Et au passage aussi, je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à vraiment arriver là où je suis aujourd'hui parce que, après tout, je pense que toute personne qui a une idée derrière, qui fait des choses, il y a eu vraiment des personnes derrière aussi qui l'ont boosté, qui l'ont donné le courage d'y arriver. Après ça, en 2019, je suis vraiment rentré à 100% quand même dans le secteur. Il y avait eu en ce moment-là le président Macky Sall qui avait lancé le grand projet du TER. Et c'est en ce moment-là que j'ai pu vraiment faire mes débuts. Parce qu'il y avait plusieurs, je vais dire, il y avait plusieurs expatriés qui étaient venus pour travailler ici, pour pouvoir mettre en place le chemin de fer. Et j'ai pu quand même, avec ce marché-là, pouvoir commencer à loger plusieurs d'entre eux. Et puis, il y avait eu aussi plusieurs sociétés par la suite qu'on m'a recommandé que je puisse accompagner les expatriés. Franchement, moi, c'est dans ce marché-là des expatriés que j'ai pu me lancer dans l'immobilier à 100%. Parce qu'en ce moment-là, il y avait plusieurs multinationales étrangères qui venaient au Sénégal et j'étais dans l'optique de les accompagner pour trouver des biens immobiliers. C'est comme ça que ce milieu, j'ai pu pouvoir commencer à vraiment maîtriser les rouages. Après ça, avec la collaboration de mes associés, on s'est dit qu'on va faire les choses en grand. Et en 2021, on a lancé un vaste programme à Niaga, à La Cruz. C'était un programme foncier sur 20 hectares, à peu près 600 parcelles qu'on a pu commercialiser avec une grande société de la place où on était en collaboration. Et ça, c'était un programme qui tournait, qui avoisinait presque plusieurs, je vais dire 6 ou 7 milliards de francs. Donc, c'est comme ça qu'on s'est plutôt ouvert dans le marché du foncier au Sénégal. Après, on a commencé à vraiment aussi entrer dans la construction et dans la promotion plutôt immobilière.
Et dans cet élan-là de la promotion immobilière, je vais dire que actuellement, je suis chez Win-Win Partner. Et avec mes collaborateurs, actuellement, nous avons mis en place, actuellement, nous sommes à 8 ou 9 programmes immobiliers, dont 4 vont être livrés là au mois de septembre. Et donc, c'est des très grands projets. Chaque projet minimum, on est entre 30, 40 appartements. Et donc, vraiment des projets immobiliers d'envergure. Et nous, aujourd'hui, l'objectif, c'est de vraiment créer de la valeur ajoutée au Sénégal. Donc, on ne se dit pas que, OK, nous sommes là, on va juste faire pour gagner. Non, non. L'objectif, c'est déjà de voir comment adapter le contenu local, le marché local là que nous avons avec notre offre. Et plusieurs personnes, plusieurs clients à nous nous font confiance, qui viennent vers nous pour qu'on puisse leur offrir ces biens de qualité dont ils souhaiteraient avoir avec le bon rapport qualité-prix. Et c'est pour ça, nous, on cherche toujours je veux dire, de très bonnes zones où on pourra vraiment mettre en place ces projets-là quand même l'accessibilité au logement qui est une très grande priorité, je sais, pour le gouvernement, parce que le gouvernement actuel y travaille, et aussi que ce soit les particuliers qui ont peut-être accès au crédit immobilier, ou bien qui ont leurs propres ressources internes, veulent acquérir des logements. Parce que le foncier au Sénégal, on le sait, surtout à Dakar, est devenu très cher. Donc, il faudrait qu'on mette en place des programmes immobiliers accessibles, abordables à tout le monde. Après ça, je vais dire que bon, sur l'immobilier, j'ai eu vraiment beaucoup de hauts et de bas aussi. Parce qu'on ne va pas dire que les bonnes choses et oublier les mauvaises. Et je pense au fur et à mesure de l'émission, on va beaucoup plus en parler. D'accord. Déjà, je tiens à vous féliciter pour votre parcours impressionnant. Et comme vous l'avez dit, dans toute bonne chose, il y a des difficultés. Donc, ce qui m'introduit à vous poser cette question-là, quelles sont les premières difficultés auxquelles vous avez fait face, vraiment? Je vais dire les premières difficultés dans l'immobilier. D'abord, il faut savoir que l'immobilier, c'est un marché qui est très vaste. Et des fois, quand on commence un projet immobilier, des fois, on est dans les spéculations. Pourquoi je dis spéculation? C'est parce que la plupart du temps, on peut avoir une maquette qui va vraiment être futuriste, une maquette qui va permettre aux gens de se projeter, même vous, si vous allez vous projeter avec les plans, etc. Ça va être beau, ça va être rose, mais à la fin, que ça soit les coûts, l'inflation, etc., ça va être des dépenses supplémentaires que vous n'avez pas prévues au début. Et donc, ces imprévus-là dans l'immobilier ont fait que beaucoup de promoteurs ont réussi leur projet. Beaucoup de promoteurs aussi n'ont pas réussi là où certains ont réussi. Donc, ce qui fait que c'est un marché où il faut toujours être patient. C'est aussi quelque chose, en fait, où on doit vraiment faire de très bonnes projections, être très bien accompagné avec une bonne expertise. Parce que pour réussir dans l'immobilier, il faut cette expertise-là. Il faut s'accompagner des meilleurs, des gens qui vont maîtriser les sujets, que ce soit les sujets techniques, que ce soit les sujets financiers. Pourquoi je vous dis ça? C'est-à-dire que pour l'élaboration d'un bon projet immobilier, il faut d'abord au préalable faire des bonnes études techniques. Par rapport aux études de sol, par rapport à la conception, etc. Et si on vient sur la partie financière, cette partie financière-là englobe beaucoup de choses. Il y en a beaucoup des entrepreneurs, quand ils commencent les projets, ils vont se dire, OK, je vais avoir l'accompagnement de la banque qui va m'accompagner, qui va me donner un prêt. Mais ce prêt-là, derrière, a des intérêts. Et ces intérêts-là, si on les maîtrise pas, ça va se rabattre comment dirais-je, ça va se rabattre sur le chiffre d'affaires après qu'on fera et sur le bénéfice. Donc, tout ça, c'est des choses à prendre en compte. On a aussi l'aspect du VFA, qui est la vente à état futur d'achèvement. Beaucoup de promoteurs se disent, OK, j'ai le terrain, j'ai signé avec une famille, je n'ai pas sorti de l'argent. Derrière, je peux commencer mon projet en VFA. Mais il faut savoir que pour commencer un projet en VFA, il faut d'abord avoir une ressource interne pour pouvoir au moins faire la fondation, mettre en place les études au préalable, tous les frais qui sont liés aux autorisations, etc., etc. Donc, plusieurs projets ont été lancés
et les promoteurs se sont dit que, OK, on va faire, comment dirais-je, on va faire de la VFA. Et derrière, la VFA ne suit pas. Parce qu'il y a des clients, aujourd'hui, c'est des clients qui sont très pointus dans l'achat d'un appartement. Ils vont se dire, OK, celui-là, il n'a pas commencé, il n'a pas fait de très bonnes fondations, il n'a pas. Et toutes ces questions-là font que derrière, le client, il ne va pas acheter chez vous. Derrière, on a de grosses boîtes qui sont très bien structurées, qui ont des certifications ISO, qui ont un très bon service commercial. Et derrière, quand ils commencent un projet, les clients, les yeux fermés, vont aller acheter chez eux. Donc, le marché de l'immobilier au Sénégal a ses réalités. Il y en a par exemple, chez certains clients, surtout par exemple chez les étrangers, ils vont typiquement acheter chez un promoteur parce qu'ils se disent que, OK, chez le promoteur là, si je donne de l'argent, il n'y a pas de souci. Ils vont me livrer. Il y en a des promoteurs, tu les donnes de l'argent, je suis désolé, mais ils vont jamais te livrer. Ou bien ils vont te livrer 4 ans après. Parce qu'il faut savoir que le marché de l'immobilier est très complexe. Aujourd'hui, on peut commencer avec ces projections, se dire que, OK, je vais acheter à temps le prix du fer. Demain, il y aura une guerre ou bien il y aura une crise et il y aura l'inflation, les prix vont changer. Et après, derrière, tu as déjà eu des réservations avec tes clients. Tu peux pas du tout dire à tes clients, OK, maintenant, le mètre carré, je vous l'avais fait à 1 million. Demain, je voulais vous le faire à 1 million 300. Les clients te diront non. Après, c'est à toi de subir ces pertes. Donc, c'est un milieu à risque. Donc, c'est pour ça que je te dis qu'il faut toujours faire des progressions, plutôt de bonnes spéculations. Il faut s'entourer d'une bonne expertise. Il faut derrière aussi tout le temps avoir une marge de risque qu'on gardera en interne. Ou aujourd'hui, quand on serait contraint d'avoir certaines inflations ou bien certaines choses des inconvénients ou des imprévus qui auront, qu'on puisse prendre cette marge-là et l'inclure dans notre projet pour au moins que ces pertes-là puissent être bien amorties. Donc, c'est ça les plus grands, par exemple, risques dans l'immobilier. On a aussi les problèmes, certes, des fois avec les autorisations de construire, parce que des fois, pour avoir l'autorisation de construction, ça prend beaucoup de temps. Des fois, les gens ne savent pas les bonnes procédures à faire, ou bien des fois, quand ils introduisent le dossier, il est pas, techniquement, il est pas très solide, il est pas très défendable pour que l'autorité puisse nous donner cette autorisation-là. Donc, on est contraint à tous ces problèmes. Des fois, on voit dans le marché, il y a des gens qui se disent architecte, ou bien je vais dire directeur technique, or qu'ils n'ont pas le background ou bien les bagages qu'il faut pour pouvoir suivre un projet d'envergure. Parce que au-delà d'un R+2 ou d'un R+3, c'est un projet d'envergure. Parce que du moment où on tend à aller en hauteur, on doit vraiment avoir les bonnes études qu'il faut, avoir les bons plans de ferraillage, les bons plans de béton armé, etc. Donc, c'est un milieu très complexe. Moi qui vous parle, je suis tout le temps en constant apprentissage. OK? Donc, je ne vais pas vous dire que non, je maîtrise tous les rouages de l'immobilier parce qu'à chaque fois, je découvre de nouvelles choses et je me dis que, OK, c'est ça, en fait, il faut toujours apprendre dans l'immobilier. Je pense que vous avez très bien résumé les difficultés liées au milieu de l'immobilier au Sénégal. Donc, je vous demande comment voyez-vous l'évolution de l'immobilier ici au Sénégal, étant donné que l'accès au logement, c'est vraiment un peu compliqué, surtout au niveau de Dakar. Mais vous voyez comment l'évolution de l'immobilier présentement au niveau du Sénégal? Je pense que ces 6 dernières années passées, je pense que l'immobilier a été une valeur refuge pour tout le monde déjà, parce que beaucoup de gens ont mis leur argent dans l'immobilier pour pouvoir garder du patrimoine, avoir du patrimoine et déjà avoir des garanties. Et plusieurs promoteurs sont entrés dans le milieu, qui soient de je vais pas dire de mauvais, mais qui soient bons ou bien qui soient assez bons. Donc, dans ce sens-là, pour dire que les gens savent que l'immobilier actuellement au Sénégal a un potentiel. Et je remercie toutes les personnes qui ont constitué ou bien qui ont travaillé pour que le Sénégal soit un pays sécurisé, un pays, je vais dire, très stable. Parce que quand même, quand on parle d'évolution de l'immobilier, il faut que le pays soit stable. Parce que quand on a un pays qui est en constante instabilité, on peut pas faire de l'immobilier. Parce que les gens, quand ils achètent pour avoir un havre de paix ou bien ils achètent pour de l'investissement avec une valeur ajoutée, une rentabilité dans le futur. Donc, c'est pour ça que les gens achètent, vu que l'immobilier, c'est une valeur refuge. Et après, l'évolution de l'immobilier a commencé réellement au Sénégal à partir de 2016, quand on a lancé Diamniadio. Parce que c'est en ce moment-là que les promoteurs ont pris
je vais dire, ont capté l'objectif du futur dans l'immobilier parce qu'ils savaient que tous les grands projets qu'on avait lancés à Diamniadio, ça allait attirer beaucoup d'investisseurs parce qu'on avait eu après la découverte du gaz, du pétrole. Donc, on savait qu'il y aura beaucoup d'investissements, des idées et des investissements directs étrangers qui allaient se faire au Sénégal. Donc, ils se sont dit que quand ils allaient investir dans l'immobilier ou bien quand ils allaient construire des bâtiments bons, neufs et flamboyants, donc après, les gens vont acheter ou bien les gens vont venir pour y habiter. Et c'est pour ça les gens se sont projetés dans ce secteur-là. À Diamniadio, vous avez vu que comment il y a eu un développement, je vais dire, à la limite aberrant en quelques années. Vous avez vu, il y a eu maintenant plusieurs hôtels, des stades, etc. Et ça, je remercie tous les acteurs qui ont pu investir dans ça. Et après, il y a eu des promoteurs aussi privés, parce que je pense qu'en gros, c'est l'État d'abord qui a lancé ce message-là aux investisseurs. Et c'est pour cela le secteur privé aussi a pris le relais quand l'État a commencé. Et vous avez vu que maintenant, l'évolution de l'immobilier, les gens commencent à construire des tours. On a commencé, si vous voyez par exemple d'Octobre, c'était des projets où on s'imaginait même pas que ça allait voir le jour au Sénégal, des projets maintenant qui vont de R+30, de R+26 à Dakar. C'était pas, mis à part l'immeuble Québec en ville, avant on ne voyait pas ça parce qu'on s'est limité. On avait des limites dans l'immobilier, mais maintenant les gens ont commencé à en voir en grand. Et si on fait vraiment la remarque aujourd'hui, les gens, quand les qualités de construction, les qualités de finition au Sénégal commencent à prendre du niveau, commencent à prendre vraiment de la hauteur. Parce qu'avant, c'était des finitions qui étaient vraiment, je vais dire, à la limite, pas bon, quoi. Ou bien c'était vraiment, ça passait. Mais maintenant, on remarque que les qualités de finition sont inspirées des meilleures qualités de construction qui se font plutôt à l'international. Et maintenant, les gens utilisent des matériaux très nobles, comme le bois MDF. On utilise maintenant de l'aluminium comme des grandes marques comme Choco, etc. On utilise maintenant des carreaux en marbre, etc., du Calacata. On utilise maintenant des matériaux nobles dans la construction au Sénégal. Parce que quand même, derrière, il faut savoir qu'on a une clientèle très exigeante. Parce qu'on a une clientèle locale et internationale. Et ce qui fait que cette clientèle que nous avons juge par la finition sur la qualité de notre construction. Et aussi, maintenant, on est vraiment, je vais dire, sur un secteur où on nous exige une garantie décennale. Quand on construit, par exemple, quand je dis garantie décennale, c'est-à-dire que c'est une garantie qu'on doit avoir sur notre construction sur 10 ans. C'est-à-dire, sur 10 ans, on doit se dire, OK, il n'y aura pas de fissure, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça. Donc, cette garantie, on nous l'exige maintenant, étant constructeur, oui. Et aussi, on a des clients qui vont te dire, OK, tu as mis tel carreau, je voulais pas tel carreau, je voulais pas tel robinet, etc., etc. Donc, c'est pour cela, même avant de lancer le projet, beaucoup de clients te disent, OK, je veux que tu me fasses une liste détaillée de tous les matériaux de finition que vous allez utiliser pour mon appartement. Et maintenant, quand vous avez cette exigence-là, vous êtes obligé de mettre des matériaux nobles, de faire de la construction de qualité. Donc, c'est cette exigence qui pousse maintenant la concurrence à être meilleure. Chacun essaie d'être meilleur que l'autre. C'est pour ça, sur nos qualités de finition, nous, on y tient vraiment un point d'honneur à créer la meilleure, comment dirais-je, à créer vraiment les meilleures finitions qui se peut parce que c'est ce que l'œil voit. Parce que quand on fait une fondation, on peut pas le voir, on peut pas voir une fondation. On peut pas voir directement à l'œil nu les poteaux. On peut pas voir à l'œil nu la dalle. Mais par exemple, à l'œil nu, on peut voir la qualité de carreaux, les lampes, je vais dire les robinets, etc., etc., la cuisine. Donc c'est pour ça, la finition dans l'immobilier, c'est l'une des choses les plus importantes parce que c'est ce qu'on voit à l'œil nu. Voilà. Ok, je comprends parfaitement. Donc, comme vous l'avez si bien dit, actuellement, l'immobilier fait partie vraiment des domaines prometteurs actuellement au Sénégal. Comment intégrez-vous vraiment la dimension éthique et sociale dans vos projets? D'abord, faut savoir que l'immobilier, c'est l'un des secteurs au Sénégal qui emploie le plus de personnes. C'est pour ça, et je lance ce message-là au gouvernement qui puisse aider les acteurs privés qui sont dans l'immobilier à se redresser parce qu'actuellement, on est dans une très grande pente. Et je pense que si ça continue comme ça, on va aller vraiment vers des licenciements abusifs parce que
Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses aussi qui se sont passées et nous les remercions aussi pour les efforts qu'ils font vraiment pour nous aider. Mais actuellement, on est sur une pente. Donc, il faut savoir que là, actuellement, pour l'impact social dont vous dites, il faut savoir que l'immobilier, mis à part le fait que vous construisez et que vous employez des personnes, mais ça fait vivre tant d'autres personnes. Je vais vous donner un exemple. Quand vous construisez, par exemple, vous avez besoin de béton. Et la plupart du temps, vous sous-traitez le béton que vous utilisez, le béton prêt à l'emploi. Et ce béton prêt à l'emploi-là, c'est d'autres sociétés qui le produisent. Et ces sociétés-là, ils font appel aux mines qui leur vendent le basalte. Et ces sociétés qui achètent le basalte, ils font appel aussi à la cimenterie. Et cette cimenterie-là aussi a tant de transporteurs qui y vivent. Il y a les stations d'essence qui y vivent. Il y a les vendeurs de sable. Il y a le vendeur de fer. Donc, plusieurs acteurs interviennent dans une construction. Et mis à part les emplois directs que vous créez de l'emploi indirect et vous créez de la valeur ajoutée à tous les autres secteurs d'activité qui sont regroupés pour pouvoir apporter ce plus-value-là dans votre construction. Donc, il faut savoir que il y a pas un métier plus noble que l'immobilier. Il n'y a pas un métier qui crée plus d'emplois, plus de la valeur ajoutée que d'autres métiers ici au Sénégal. Même aujourd'hui, quand vous tournez, quand il y a un chantier, vous allez voir qu'il y a plusieurs dames à côté qui vont vendre à manger parce qu'ils savent qu'il y a des ouvriers qui vont y travailler, etc., etc. C'est pour en citer que ça. Donc, l'impact social est très grand. Et aussi, je pense que avec vraiment avec vraiment une meilleure politique, je pense que les acteurs de l'immobilier dans le privé peuvent être beaucoup plus forts et peuvent aussi créer beaucoup plus de champions nationaux. Vraiment, l'État peut créer beaucoup plus de champions nationaux dans le secteur de la construction parce que nous, aujourd'hui, on a envie de sortir, on a envie d'être de grandes multinationales qui vont aller compétir dans les plus grands marchés, dans les appels d'offres internationaux. Pourquoi pas? Aujourd'hui, on peut avoir, disons, au Maroc ou bien dans un autre pays, les États là-bas peuvent lancer de grands chantiers et on se dit, OK, pourquoi on va pas aller dans ces appels d'offres-là? On a eu au Sénégal, vous avez vu, par exemple, il y a dans nos plus grands chantiers qu'on a ici au Sénégal, vous allez voir, il y a des sociétés étrangères qui viennent, qui compétissent dans les appels d'offres ici. Donc, pourquoi pas cet impact-là qu'on puisse l'avoir aussi dans des autres pays? Donc, c'est à l'État de créer une politique avec des banques fortes aussi. Parce que quand on dit aussi immobilier, il faut des banques fortes. Quand je dis des banques fortes, des banques qui peuvent vous accompagner, qui peuvent vous injecter de la liquidité pour que vous puissiez mettre cette liquidité-là dans des projets pour pouvoir les réaliser après. Parce que sans fonds, sans liquidité, on ne peut rien faire dans l'immobilier. C'est l'argent qui fait l'immobilier. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc là, je m'en vais te poser une question un peu personnelle. Oui. Quelle erreur as-tu commis personnellement et qui t'a vraiment permis d'en apprendre beaucoup? OK. Je serais, bon, pas très à l'aise, pas aussi mal à l'aise d'y répondre, mais je pense que il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises par ma personne, vu que je suis un être humain. Mais l'une des erreurs qui m'a le plus marqué, c'est d'avoir fait confiance à certaines personnes que je pensais, et je le dis devant la caméra, comme ça, je pense que s'ils regardent ça, ils vont savoir. Je les ai fait confiance, j'ai tout donné pour eux, je me suis sacrifié pour eux, corps et âme. Et après, en retour, il y a eu vraiment, j'ai pas eu le retour de l'ascenseur. Oui, parce que vous savez, des fois, dans votre vie, vous vous donnez à 100% pour pouvoir aider les gens, pour pouvoir être tout le temps là, présent, quand ils en ont besoin, mais en retour, vous les avez pas. Donc, l'erreur, c'est d'avoir beaucoup donné. Voilà. Après, personnellement, je le dis personnellement, hein, dans mon travail, tous les jours, je commets des erreurs. Oui. Tous les jours, je commets des erreurs. Quand je dis je commets des erreurs tous les jours, c'est parce que l'erreur peut venir de partout. Je ne peux pas me dire que je suis parfait dans mon travail. Je sais que je suis compétent, mais je ne peux pas dire que je suis très parfait dans mon travail parce que toutes les personnes, même les grands dirigeants de ce monde-là, ils commettent tous les jours des erreurs. Donc pourquoi pas moi, je vais commettre des erreurs. Mais la plus grande erreur a été d'avoir fait confiance naïvement à des personnes et c'est cette chose-là qui m'a le plus fait mal dans ma vie. Et ces personnes-là, je ne les citerai pas, mais ils se connaissent. D'accord. Donc, il ne faut, quand vous êtes dans l'entrepreneuriat, éviter de prendre des gens pour des mentors. Parce que certaines personnes vont s'appeler mentors pour vous. Parce qu'ils savent que vous êtes dans vos débuts, vous êtes naïf. Et après, ils vont vous faire commettre les plus grandes erreurs.
Donc, c'est pas tout le monde qui peut être un mentor. Et je dis haut et fort que le meilleur mentor pour une personne, c'est son père ou sa mère. Parce que c'est les deux seules personnes qui vont jamais vous trahir. Mais dans la vie, toutes les personnes qui vont se dire mentor, à un moment, il y en a certaines de ces personnes-là qui peuvent après y voir de la jalousie ou bien qui vont vous trahir à la fin. Voilà. Ok. Tu es aussi connu pour tes actions sociales. Peux-tu plus nous en parler? Les actions sociales que je les fais dans dans plusieurs régions au Sénégal, oui. Parce que vous savez, j'ai cette fibre-là parce que j'ai été éduqué par ma mère et ma grand-mère, que je salue au passage. Parce que ma grand-mère, hum, quand j'écoute le son de Youssou N'Dour, ma Maricène, ça me fait beaucoup penser à ma grand-mère et c'est une musique en fait qui réveille cette fibre sociale en moi. Parce que j'ai beaucoup plus envie d'aider ces personnes-là, surtout les femmes. Parce que moi, on me dit tout le temps que je n'aide pas les hommes. Je les conseille, oui. Parce que moi, je veux que un homme, je veux qu'il soit fort. Parce que moi, dans ma vie, j'ai pas eu de cadeau. J'étais vraiment, on m'a piétiné, on m'a fait plusieurs choses dans ma vie. Et je remercie ces personnes-là qui m'ont fait du mal parce que ça m'a rendu très fort. Aujourd'hui, si je suis devenu un grand monsieur, c'est à cause d'eux. Parce que c'est ces choses-là, c'est ces actions-là derrière qui m'ont rendu plus fort et plus grand. Donc, ces femmes, pourquoi je les aide d'abord? C'est parce que je sais que le Sénégal, c'est un pays où le social compte beaucoup. Premièrement. Et deuxièmement, je sais que maintenant, le social doit changer de cap. C'est plus du social alimentaire. Moi, je ne fais pas du social alimentaire. Donc, je fais beaucoup plus du social dans le but de pouvoir aider ces femmes-là à s'autofinancer. Donc, c'est pour ça, dans ce cas de figure général, je ne m'appelle pas acteur social, mais je vais beaucoup plus dire que je suis un entrepreneur dans le social. Parce que à travers les GIE qu'on crée au Sénégal avec Africa One Project, chaque GIE de femmes qu'on crée, on rassemble les femmes pour qu'elles soient presque une cinquantaine de femmes à peu près. On crée la société, on crée le GIE au niveau de l'APIX. Et quand on crée ce GIE-là, on demande aux femmes le rôle, par exemple, l'activité qu'elles souhaiteraient faire. Et quand elles nous diront l'activité qu'elles souhaiteraient faire, il y en a beaucoup qui font de la transformation, qui font soit des produits alimentaires ou halieutiques. Et dans ce sens-là, nous, on voit avec les différentes les différentes banques de microcrédit que nous avons comme partenaires qui vont les octroyer le financement. Nous, derrière, notre financement personnel qu'on offre, notre financement propre, c'est que on paye les formateurs pour eux, qui les forment, qui les accompagnent dans cette dynamique-là. Tous les frais administratifs sont à notre charge et tous les frais de dossier pour qu'elles puissent avoir le financement aussi à notre charge. Et quand elles finissent les formations, on essaie de voir les meilleurs packaging qu'il y a pour qu'elles puissent mettre les produits là-bas et pouvoir après les écouler dans le marché. Et c'est comme ça que les femmes ont commencé leurs activités et ont commencé à s'autofinancer après dans des autres projets. Après, elles ont commencé à créer d'autres projets similaires comme ça. Et c'est dans cette lancée que nous sommes allés. Aujourd'hui, si on faisait du social alimentaire, c'est-à-dire on allait juste offrir du riz et de l'huile, et après ces femmes-là, elles vont oublier. Demain, elles vont aller tendre la main aussi à d'autres personnes. Mais nous, on a voulu créer de la valeur ajoutée dans le social. Donc c'est pour ça, aujourd'hui, on a un réseau de presque 3000 femmes à travers le Sénégal. Et c'est des GIE qui sont très forts, des GIE qui sont aujourd'hui prêts, à pouvoir s'autofinancer dans leur projet personnel. Donc voilà, donc c'est pour ça, moi je me dis que le social, il ne doit pas être qu'alimentaire. Donc j'invite tous les autres entrepreneurs aujourd'hui dans leur politique de RSE à voir comment aider les femmes là et ne plus aller dans l'élan de donner du riz, de l'huile, etc. Moi je ne suis pas dans ça et c'est chose que je ne ferai plus. Parce qu'avant je jugeais que c'était ça parce que bon, vous savez, on est dans un pays musulman, on se dit que donner de l'aide, donner comment dirais-je, des produits alimentaires ou bien donner à manger, c'est quelque chose d'important. Mais je trouve que l'importance réellement, c'est d'apprendre la personne à pouvoir pêcher. C'est la meilleure des choses. Comment arrivez-vous à faire le suivi de ces 3000 femmes qui sont partout dans le Sénégal? J'ai toute une équipe derrière. Ok. Je ne vais pas dire parce que ça va être personnel, mais nous avons une équipe qui est là. Moi,
J'ai juste défini la politique de cette structure, mais après, je pense qu'il y a des personnes beaucoup plus qualifiées que moi qui se donnent corps et âme pour que cette chose-là puisse réussir. Il y avait eu quand même un break en 2023 parce que quand même on était dans des événements, comme vous le savez, au Sénégal qui ont fait qu'on pouvait pas trop faire des rassemblements, mais en 2024 là, et dans 2025 là, on est en train de pouvoir mettre en place notre feuille de route de 2025 et je vais vous inviter pour que vous puissiez mieux voir ce qu'on fait. Mais il y a des personnes qui sont très, très bien investies dans ce projet-là. Et c'est toute cette équipe-là que je remercie au passage qui ont fait qu'aujourd'hui, ces femmes-là puissent se sentir heureuses. En tout cas, j'adhère à votre idée. Comme vous dites, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, c'est mieux de lui apprendre comment pêcher. Je suis Y d'accord. a-t-il eu une phrase ou un livre qui vous inspire jusqu'à présent? Le livre Homme d'État d'Habib Cham, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Aussi, l'autre livre, c'est L'art de la guerre de Sun Tzu. Parce que je pense que sur ce livre-là, c'est un livre, en fait, aujourd'hui, qui nous apprend beaucoup, beaucoup dans nos stratégies de vie. Vous savez, maintenant, on est à un stade de la vie où il faut être stratège. Stratège dans le bon sens. Et aussi, il faut vraiment avoir de la sagesse actuellement dans la vie. Donc, ces deux livres, que ce soit Homme d'État d'Habib Cham ou L'art de la guerre de Sun Tzu, c'est deux livres qui m'ont fait progresser dans ma vie et ont augmenté mon mindset. Déjà, le livre Homme d'État m'a permis de cultiver en moi une discrétion et de savoir comment gérer plusieurs situations. Et l'autre livre, L'art de la guerre, m'a permis de pouvoir être stratège dans certaines situations et d'avoir cette sagesse-là aussi, cette sagesse spirituelle surtout. Voilà. Y a-t-il des pièges ou des illusions que tu penses vraiment que les jeunes doivent éviter à leur début d'entrepreneuriat ou de travail sans entreprendre? Ok. Donc le plus grand des pièges actuellement dans l'entrepreneuriat, je pense, c'est le fait de penser qu'on a réussi au bout de 2 ou 3 ans. Je suis passé par ça, naturellement. Quand j'ai eu mon premier contrat, je pensais être très riche. Et la première des choses que j'avais faites en ce moment-là, c'est d'aller acheter une voiture. Et c'est chose que je ne ferai plus jamais. Parce qu'après, vous savez, on a des réalités au Sénégal, surtout en Afrique. Quand on commence un business, ou par exemple avant, on avait dû trimer, etc., du moment où on commence à gagner de l'argent, la première des choses qu'on va faire, c'est de faire une story qu'on va mettre sur TikTok ou sur Instagram pour montrer notre parcours, pour montrer qu'on a réussi. Et au bout de 4 ans, quand on commence à avoir une voiture, un appartement, on pense qu'on a réussi. Et la réussite vraiment, c'est d'avoir du capital, premièrement, pour un jeune. Avoir vraiment du capital. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez un projet, vous avez assez de liquidité pour pouvoir démarrer ce projet-là. L'autre chose, c'est d'avoir un patrimoine très solide. Quand on est jeune, il faut avoir du patrimoine. Parce que c'est le patrimoine, en fait, qui nous aide à chaque fois qu'on est dans des difficultés, de pouvoir puiser de ce patrimoine-là pour se relancer. Donc, le piège à éviter, c'est de penser qu'on est riche. C'est de penser qu'on a réussi au bout de 2 ou 3 ans. Et aussi, d'éviter le maximum de pouvoir, par exemple, quand on a l'occasion, par exemple, de faire un projet, on le fait et on l'adosse sur un autre projet. Exemple, vous allez commencer, par exemple, un business sur les produits halieutiques. Vous allez exporter, par exemple, des fruits de mer. Et cet argent-là, vous allez le prendre et l'investir dans un autre projet, sans pour autant attendre que ce projet-là puisse mûrir. Et ce qui fait que il y a des fois, comme le français que je veux utiliser, c'est je sais pas réellement le français utilisé, le que je dois utiliser, mais après vous savez comment en termes électriques on dit surchauffe. Voilà, donc on a un surchauffe du budget. Parce qu'à la fin, le budget là est réinvesti dans un autre projet et ce projet-là on va réinvestir aussi ce budget-là dans un autre projet. À la fin, vous vous perdez. Quand vous êtes dans un business, essayez d'être concentré sur ce business-là. Essayez de le mûrir, de pouvoir connaître les rouages de ce projet-là avant de vous dire que, OK, je vais investir cet argent dans un autre projet. Ne faites jamais cette erreur-là. C'est la plus grande des erreurs. D'accord. Donc aujourd'hui, je vais sortir un peu de l'immobilier. Vous savez qu'au Sénégal, il y a beaucoup d'étudiants.
Oui. avec leur master, avec les licences, avec le doctorat et qui chôment beaucoup. Oui. Vous avez quel conseil pour eux, peut-être pour entreprendre ou de revoir la façon dont ils demandent les stages et tout? Que conseillez-vous à ces jeunes-là vraiment? Avant de donner un conseil aux jeunes, je lance un message d'abord. Parce que vous savez, la politique de l'emploi au Sénégal doit être revue. Dans le sens où les jeunes ont beau aller à l'école, à l'université après, et après, ils sont là parce que le marché de l'emploi est toujours demandeur. Je pense que la politique vraiment actuelle du Sénégal qu'on doit mettre en œuvre, c'est la politique de l'emploi. Pourquoi la politique de l'emploi? Parce que plusieurs jeunes ont commencé à perdre espoir. Et ce qui a créé le phénomène de l'immigration clandestine. Et ça a créé beaucoup de phénomènes comme les agressions, les phénomènes de TikTok. Maintenant, quand vous voyez aujourd'hui au Sénégal, tout le monde est devenu vendeur sur TikTok. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas quelque chose d'autre à faire. Ils savent que c'est un bon canal pour qu'ils puissent utiliser. Donc, ce qui fait que maintenant, au Sénégal même, je veux dire que le chômage, à un moment, ça c'est mon avis personnel, hein. Je pense qu'au moins aussi, ça a aussi permis à plusieurs personnes d'être des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Parce que certains se sont dit, OK, je n'ai pas d'emploi, maintenant je vais me lancer dans le e-commerce, dans autre chose, etc., dans les services traiteurs, etc. Et ce qui fait que on a plusieurs entrepreneurs au Sénégal qui font la même chose. OK? Donc, c'est pour ça, du moment où ces étudiants-là ils sortent de ces écoles, de ces grandes écoles de formation, il faut déjà que ces écoles-là puissent orienter ces étudiants-là. Et que l'État, derrière, puisse accompagner le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui est promoteur, je vais dire, de la création de l'emploi avant l'État. Parce que quand le secteur privé ne crée pas de l'emploi, mais ces jeunes-là, derrière, ils ne vont pas savoir où aller en chercher. Et l'État aussi doit mettre en place personnellement des programmes qui puissent accompagner ces jeunes. On avait le programme Réunawi qui avait accompagné plusieurs jeunes, mais je pense qu'on peut mieux le restructurer. Le restructurer dans le sens où ce programme-là peut être beaucoup plus intéressant, peut créer beaucoup plus de valeur ajoutée aux jeunes déjà, mais aussi pour notre politique agricole. Parce que je pense que l'agriculture est l'un des meilleurs secteurs où on peut créer de l'emploi, où on peut donner de l'emploi à n'en plus finir. Parce que c'est un secteur très vaste, on a plusieurs terres au Sénégal, donc il faudrait que ce secteur-là, qu'on y investisse, qu'on appelle le secteur privé à entrer là-dedans pour pouvoir créer de l'emploi directement, mis à part l'immobilier et les autres secteurs qui sont là. Voilà, et donc il faudrait que l'État puisse mettre de meilleures politiques de l'emploi, aider le secteur privé aussi pour qu'on puisse aussi aider les jeunes. Et en gros, les jeunes aussi puissent être bien formés, puissent être bien accompagnés après pour les éventuelles demandes d'emploi dans le secteur privé. D'accord. Là, je pense que nous allons aller plus loin. Que pensez-vous du système d'alternance, que l'État peut lancer une collaboration entre les universités et les chefs d'entreprise dans le secteur privé en vue d'une réduction d'impôts, pourquoi pas? Je pense que c'est une très très bonne politique dans le sens où déjà ça va créer de l'emploi au Sénégal, mais aussi pour les entreprises qui sont dans le secteur privé, ça leur permettra d'abord, comme vous l'avez dit naturellement, de pouvoir avoir des réductions sur leurs impôts, mais aussi de pouvoir former. Et c'est cette formation qui est très importante parce que l'une des choses qui peut déjà aider ces jeunes-là, c'est d'avoir des outils en main pour pouvoir après je vais dire, affronter le monde réel qui est le monde de l'emploi. Il faudrait de la formation. Donc, ces entreprises-là peuvent former ces jeunes-là en contrepartie, avoir ces réductions-là d'impôts. Et l'État aussi sera l'acteur qui va être au milieu entre le privé et les étudiants. Et ça aussi, je pense que c'est cette politique-là, on peut vraiment, je vais dire, mieux la peaufiner pour après, l'État puisse voir comment, après la formation de ces jeunes-là, créer des programmes d'emploi pour que ces jeunes-là qui ont eu déjà cette formation-là puissent intégrer ces programmes-là. Et là, comme je l'ai dit avant cette question-là, l'une des meilleures politiques que l'État doit mettre en place actuellement, c'est la politique de l'emploi. Et c'est cette politique-là qui va aider l'État à créer plusieurs emplois au Sénégal, mais aussi mettre en place de plus grands programmes agricoles qu'on puisse vraiment atteindre l'autosuffisance dont on parle depuis plusieurs années. Voilà.
Bon, déjà, comme toute personne humaine, forcément, il y a des moments de doute. Mhm. Comment gères-tu vraiment ces moments de doute quand ça t'arrive? Euh, ok. Donc, mes moments de doute, quand je suis confronté à ça, je me réfère à la spiritualité. C'est-à-dire que l'une des choses que je fais la plupart du temps, quand je suis en moment de doute ou en panique, ou même quand je suis vraiment stressé, je me réveille la nuit naturellement et je prie. Et quand je prie, je regarde les meilleurs versets ou de Coran qui peuvent vraiment m'apaiser ou bien me faire reprendre confiance. Et je les lis naturellement pour reprendre confiance parce que je pense que l'une des meilleures armes pour un homme, c'est la spiritualité. Après, dans le sens normal, j'écoute beaucoup de podcasts de Machiavel, Machiavel le prince. C'est quelqu'un qui donne beaucoup confiance et qui inspire quelqu'un qui est dans le doute. Parce que c'est quelqu'un qui a su créer une politique. C'est pour ça, même, des fois, vous entendez, on dit que cette personne est machiavélique. Mhm. Parce qu'une personne qui prend de la confiance, qui est dans dans la stratégie, etc., on dit que c'est une personne qui a beaucoup de confiance, ou bien qui est machiavélique. Donc, mis à part la spiritualité, j'aime beaucoup écouter Machiavel, voilà, pour pouvoir sortir de mes moments de doute. Ok. Entreprendre, c'est parfois s'isoler. Et Comment gères-tu cela? Le fait de t'isoler avec la vie de famille. je pense que ma femme, quand elle écoutera ça, sans doute, elle va se sentir impliquée dans cette question, parce qu'elle me dit que je suis tout le temps devant mon ordinateur ou bien je suis tout le temps au téléphone. Et vous savez, entreprendre, c'est des risques. Entreprendre aussi, c'est des fois oublier sa famille, hein, parce que on descend tard des fois. Des fois, on peut pas avoir une vie de famille quand même, parce que quand vous avez des problèmes à régler, vous êtes tout le temps au téléphone, vous avez vos enfants qui sont là, vous avez votre femme, et vous devez gérer tout ça. Et c'est pour ça, quand même, je vous félicite parce que je pense que vous, les femmes, vous êtes vraiment des leaders déjà, parce que il y a plusieurs femmes entrepreneurs Mhm. que je vois avec plusieurs responsabilités et qui arrivent à gérer leur famille. Parce que c'est le cas de ma femme, quand je vais voir avec toutes les charges qu'elle a et qu'elle arrive à me gérer moi et à gérer ma famille. Donc je pense que c'est bien. Mais en retour, elle peut le faire. Mais moi, je pense que des fois, je suis pas tellement à la hauteur parce que entre le stress du travail et gérer la famille, donc je pense que c'est un peu compliqué. Mais Mhm. on essaye de se comprendre et je pense que c'est ça la vie Mhm. commune. Chacun doit essayer de comprendre l'autre et après c'est comme ça qu'on essaie de trouver des compromis. Mhm. Mm. Selon toi, c'est quoi la réussite, honnêtement? La réussite, pour dire vrai, c'est pas l'argent. Mhm. L'argent, c'est pas la réussite. La réussite, déjà, c'est le fait de voir déjà les personnes qui sont autour de vous progresser. Mhm. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vous n'y allez pas seul. Vous Mhm. avez une équipe, vous avez des gens qui sont autour de vous. Mhm. Donc, il faudrait déjà voir ces gens-là progresser. Et c'est quand vous voyez ces gens progresser que vous devez savoir que vous avez réussi. Parce que si vous réussissez et que les gens qui sont autour de vous ne réussissent pas, je ne trouve pas ça de la réussite, je trouve que ça, c'est de la méchanceté. Mhm. Donc, réussir, c'est de voir les gens qui vous alentourent, qui sont aux alentours de vous, réussir. Mhm. Donc, la véritable réussite, c'est le capital humain. Moi, je mise beaucoup sur le capital humain. Et l'argent, quand je dis que l'argent, ce n'est pas grand-chose, oui, c'est vrai pour moi. Parce que l'argent achète que du matériel. Mhm. Mais émotionnellement, physiquement, ce qui peut vous faire progresser dans la vie, c'est le capital humain. Mhm. Voilà. Donc, Donc, c'est ma vision mhm. de la réussite. Ah, c'est une noble vision parce que, comme on dit, l'humain est au cœur de toute chose, où les gens peuvent vraiment suivre vos projets s'ils ont envie de suivre l'évolution des choses que vous faites actuellement. Bien sûr, j'appelle, comment dirais-je, tout le monde, en fait, là, je pense que tout le monde est dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez aller sur Instagram et puis taper Win-Win Partner SA et vous allez voir l'évolution de nos travaux, Mhm. l'évolution des futurs projets que nous allons livrer et aussi que ça soit sur LinkedIn, TikTok, vous pouvez voir tout ça. Quant à moi, ma page personnelle, je pense qu'après, tu peux les mettre en script comme ça et ils vont voir ça. Il n'y a pas de souci. Y a-t-il Voilà. une cause qui te tient à cœur dans laquelle nous pouvons contribuer réellement? Une cause personnelle. OK. Mhm.
Il y a de cela un mois et quelques, mon grand-père était très malade. Et du coup, j'étais à l'hôpital avec lui. Et c'était durant le Ramadan. Donc, à l'heure de la coupure, je voyais vraiment les parents qui étaient à l'hôpital Albert Royer à Fannes. Je les voyais vraiment dans des situations très difficiles. Mhm. Et ça, actuellement, c'est une cause qui me tient à cœur. De voir déjà comment déjà aider ces enfants-là. Et comment vraiment m'impliquer actuellement dans le secteur médical, c'est-à-dire d'aider les gens à qu'ils puissent avoir vraiment du matériel médical qui va vraiment être vraiment dans les normes, que ça soit la qualité, etc., pour qu'on puisse aider ces enfants-là. Parce que ces enfants-là, ils souffrent. Mhm. Et c'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. En 2025, je souhaiterais, avec l'aide de tout le monde, qu'on puisse faire des choses dans ce sens-là. Parce que je vois comment les parents ils souffrent, parce que des fois, ils sont dans des situations financières très délicates. Et ces enfants-là, des fois, ils n'ont pas de place dans l'hôpital. Ils sont à la recherche, des fois, d'autres hôpitaux pour pouvoir emmener ces enfants-là. Donc, il faudrait qu'on puisse voir cette cause-là des enfants. C'est une cause très noble. C'est très intéressant et nous ne manquerons pas l'opportunité de vous aider dans ce sens-là. Un mot de fin à ceux qui écoutent l'émission. Oui, je remercie tous les téléspectateurs et aussi je remercie mes collaborateurs, ma femme et ma mère et ma grand-mère surtout. Surtout. Moi, les femmes, moi, ces trois femmes-là sont mes priorités dans ma vie. Donc, je Mhm. les remercie beaucoup parce Mhm. que c'est des personnes qui sont toujours là pour moi. Et je Mhm. remercie tous mes collaborateurs aussi, ainsi que mes partenaires. Et vous aussi, je vous remercie et toute l'équipe de production. Et puis voilà, je pense qu'on va faire une autre émission dans Mhm. pas longtemps et puis parler d'autres choses, Inch'Allah. Très bientôt, tout le plaisir est pour moi. Je vous Merci. remercie de nous avoir appris plein de choses aujourd'hui. Donc, comme vous avez dit, ça sera certainement pas la dernière émission entre nous Bien sûr, parce que vous nous avez appris plein de choses et on va suivre ce sens-là. bien sûr. Merci d'avoir suivi ce premier épisode en duo de l'Écho des possibles. Je vous invite à mettre en commentaire un prochain acteur de la société sénégalaise que vous voulez vraiment que j'interviewe, que je pose des questions sur la vie quotidienne de l'entrepreneuriat ou de la gestion des ressources humaines. Je vous invite à aimer cette vidéo, à la partager et à surtout nous suivre sur tous les réseaux sociaux.